Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, Histoire juive de la France 3, de Napoléon à la Shoah. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration du magnifique ouvrage paru il y a quelques semaines aux éditions Albin Michel, Histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie Anne Goldberg. Et cette troisième partie, après avoir abordé l'histoire juive de la France des origines jusqu'à l'expulsion des Juifs de France au temps de Philippe le Bel, puis d'avoir étudié la période qui va de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, nous repartons pour cette troisième période de cette Révolution française et nous allons esquisser quelques thèmes de cette période extrêmement importante de l'histoire juive de la France qui commence donc à la fin du XVIIIe siècle. Et nous irons jusqu'à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et nous le ferons avec Evelyne Olliel-Grosz, professeure d'histoire moderne à l'université Paris-Lille. Non, Paris-Cité. De Paris-Cité. Ah oui, parce que j'ai de les Paris-Cité. Anciennement Jussieu, spécialiste de l'histoire des Juifs en Europe au XVIIIe siècle. Bonjour Evelyne. Bonjour. Et avec Rita Hermont-Bello, historienne, directrice d'études à l'EHESS. Et vous vous intéressez plus particulièrement au rapport entre pluralité religieuse et laïcité dans le contexte français. Vous avez notamment publié L'émancipation des Juifs en France, au PUF, dans la collection Que sais-je, et L'Abbé Grégoire, la politique et la vérité, le Seuil 2000. Et plus récemment, Révolution et pluralité, aux sources de l'idée laïque, Révolution et pluralité religieuse, chez Odile Jacob. Voilà. Merci à vous, Evelyne. Merci, Rita, d'être là avec nous. Donc, Evelyne, nous avons laissé finalement les Juifs de France au moment de cette émancipation, donc événement européen extrêmement important, parce que pour la première fois, les Juifs deviennent dans un pays européen des citoyens actifs, comme disaient les révolutionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que les Juifs, jusqu'à la Révolution française, n'avaient officiellement pas le droit de séjour en France. Que les communautés juives qui existaient, ou les groupements juifs qui existaient à titre en quelque sorte dérogatoire, sauf exception. Plus exactement, on avait les descendants des Juifs cachés dans le sud-ouest, les Juifs hérités qui avaient été annexés à la France avec les territoires de l'Alsace et de la Lorraine, et puis les quelques Juifs invités. L'exception, c'est les quelques Juifs invités de Metz qui avaient été invités pour leur utilité comme munitionnaires aux armées, auxquels il faut ajouter les Juifs en quelque sorte annexés, les Juifs du Comtat, puisque le Comtat rejoint la France, le territoire français, durant la Révolution française. Donc, ce qui est intéressant de souligner, c'est que très tôt, la question de l'émancipation des Juifs arrive dans le débat révolutionnaire, et le grand débat, il a lieu à la veille de Noël 1789,
Pourtant, à l'époque, les résistances sont très actives et il faudra attendre en quelque sorte la fin de l'Assemblée constituante pour que les Juifs soient émancipés, je dirais pas vraiment en tant que Juifs à ce moment-là, mais tout simplement parce qu'ils répondent aux conditions qui définissent le citoyen de domiciliation, d'âge, etc. Et c'est donc, au début, c'est un débat féroce, mais qui, au bout de ce processus de la constituante, avec la disparition aussi des éléments les plus radicaux, du débat révolutionnaire, ça s'est imposé comme une évidence d'accueillir les Juifs au sein de la citoyenneté. Alors il faut souligner que cette émancipation à la française, qui se fait quasiment par une loi unique, par un texte unique, une décision législative du 27 septembre 1791, à part l'épisode de l'émancipation séparée des Portugais en 90, eh bien, c'est quelque chose qui n'a quasiment pas son équivalent en Europe, puisque les autres grandes communautés juives européennes attendent bien plus longtemps et connaissent des processus beaucoup plus heurtés pour leur émancipation. C'est le cas des Juifs en Italie, et dans les territoires de ce qui deviendra le Reich, le Second Empire, dans les territoires allemands, puisque leur émancipation va aller de pair avec la progression des mouvements libéraux et unificateurs, et va se faire ad hoc par étapes en quelque sorte, et pas du tout par un acte législatif unique comme en France. Ça va marquer la spécification du judaïsme français ou de la judaïté française par rapport à la manière d'être juif dans les autres pays européens. Tout à fait, parce que finalement, ce qui prime en France, c'est le politique. C'est une émancipation d'abord politique, c'est l'affirmation d'une égalité politique, alors que les situations, on va dire, socio-économiques de ces groupes juifs sont extrêmement diverses, et que cette intégration économique va mettre davantage de temps à se mettre en place. Et ce qui est intéressant, mais ma collègue y reviendra sûrement, c'est que on a cette première affirmation de l'appartenance politique, la citoyenneté politique, mais entre cette affirmation même et le début d'un rôle politique actif que vont jouer les Juifs, il va s'écouler un certain temps. Il faudra attendre plusieurs décennies, voire plusieurs générations. Et ce sera surtout à la fin du XIXe siècle, sous la Troisième République, que cette présence politique des Juifs, parfois dans la discrétion, mais en tout cas va devenir plus nette. Rita Hermont-Bello, on a l'impression de quelque chose qui se fait en deux temps. Il y a l'émancipation des Juifs à la fin du XVIIIe siècle, et puis à l'époque napoléonienne, la structuration par l'État du judaïsme. Oui, tout à fait. Et alors, je voudrais insister sur le fait que là, la situation du judaïsme, elle participe d'une organisation générale des cultes en France, et en même temps, elle fait aussi exception à cette organisation. Les deux se font en fait ensemble, c'est-à-dire que après une période qui a été extrêmement dure pour l'ensemble des cultes en France, une période révolutionnaire à partir de la fin 1793, où l'ensemble de la pratique religieuse traditionnelle a été interrompue. Et il faut rappeler que ça ne concerne pas seulement les catholiques, mais tous les autres aussi, protestants et juifs. Bonaparte, Napoléon a le sentiment qu'il faut rétablir les possibilités de la pratique religieuse, ce qui passe d'abord par une paix conclue avec les catholiques sous la forme du concordat. Et puis, une fois le concordat signé, toute une série de textes qu'on a appelés les articles organiques qui vraiment organisent la pratique religieuse. Mais ces articles organiques ne vont concerner que les catholiques et les protestants. Portalis, qui les présente, dit que pour les juifs, ils bénéficient d'une liberté, que ce n'est pas la peine de légiférer. Ce qui, en fait, est déjà en contradiction avec le principe même dont parlait Evelyne, de l'émancipation. Et il ne sera légiféré pour les juifs qu'un peu plus tard, mais sous une perspective qui est d'abord une perspective, je dirais, thérapeutique, c'est-à-dire que Bonaparte-Napoléon, pendant la période échange de titres, a entendu parler beaucoup, notamment à son retour d'Austerlitz, des dommages que causerait
les Juifs, notamment dans l'Est de la France, et particulièrement l'usure juive. Et c'est pour ça qu'il faudrait mettre fin à cela et effectivement encadrer les Juifs dans des règles très strictes. Et puis, en fait, sur ce point, il va rencontrer la résistance d'un certain nombre de ses proches, notamment au Conseil d'État, qui sont d'anciens révolutionnaires. Il faut souligner à quel point résister à Napoléon, c'est vraiment un acte de courage que l'on rencontre pas souvent dans l'histoire. Et ces compagnons de route de Napoléon vont refuser des mesures qui seraient d'abord des mesures répressives et discriminatoires. Et on voit petit à petit l'évolution de Napoléon avec des décisions qui sont tout à fait inattendues de son entourage apparemment. La réunion d'une très large assemblée des notables. Et à la suite du retour qui lui est fait de cette assemblée des notables, à laquelle on va poser toute une série de questions, dont certaines d'ailleurs sont tout à fait hostiles. Alors le retour qui est fait amène Napoléon à décider très brusquement aussi de la réunion d'une assemblée de responsables religieux que l'on va appeler, alors c'est un peu un mystère de savoir d'où vient cette redécouverte du terme Grand Sanhédrin. Et à la suite de ça, l'administration napoléonienne... Il a été cherché dans la Bible. Oui, voilà. Oui. Son amour de la pompe antique. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, à mon avis, quelqu'un le lui a suggéré quand même. Je ne pense pas que ça faisait partie de sa culture personnelle. Et de tout ça émerge, alors pour les Juifs, comme ça avait été le cas pour les catholiques et les protestants quelque temps avant, une organisation qui est définie de manière extrêmement autoritaire, avec notamment une centralisation, une organisation pyramidale, une centralisation avec la création, là où les Juifs sont présents, de consistoires, terme qui vient du christianisme, et puis au-dessus de ces consistoires locaux, un consistoire central. Et dans la législation des décrets qui sont pris à ce moment-là, la fonction même, par exemple, du rabbin est définie de manière extrêmement particulière. Mais il y a encore une fois, il y a une différence très importante entre les mesures qui concernent les chrétiens catholiques et protestants et les juifs. C'est le fait que pour les catholiques et les protestants, ce que l'on va appeler les ministres du culte sont rémunérés par l'État. C'est un peu la contrepartie de ce contrôle exercé par l'État. Ça n'est pas le cas pour ce que l'on désigne pour les juifs aussi comme ministres du culte, qui, eux, ne sont pas rémunérés par l'État. Et puis s'ajoute à l'organisation du culte un dernier décret, qui est un décret franchement discriminatoire, régissant de manière très dure les activités économiques des Juifs et, chose importante dans cette période de guerre, par exemple, leur interdisant la possibilité de se faire remplacer pour le service militaire, ce qui a des éléments de conséquences très importants. Alors que les autres peuvent se faire, enfin que les non-juifs peuvent se faire remplacer. Alors que les non-juifs, moyennant finance, ont la possibilité effectivement d'envoyer un remplaçant. Donc il y a des petits trous dans la raquette. Des trous, il y a c'est pas des trous aussi petits, mais n'empêche que, là je reprendrai ce qu'a dit Evelyne tout à l'heure, même ce régime-là, s'il a des éléments discriminatoires à l'égard des Juifs, il fait quand même rentrer aussi l'organisation, notamment de la pratique religieuse juive, dans un cadre commun, et un cadre commun à 4 grands cultes catholiques, les 2 cultes protestants, luthériens et réformés, et le culte qui va dorénavant s'appeler israélite. On abandonne le terme de juif à cause des connotations. On va revenir là-dessus, c'est très important. Mais on a l'impression quand même d'une adaptabilité de la communauté ou des communautés juives, parce qu'il y en a plusieurs, et on a l'impression quand même d'une adaptabilité pendant tout le 19e siècle, qui a quand même beaucoup changé. Il y a eu 2 empires, il y a eu des républiques, il y a eu des monarchies. On a l'impression qu'ils se sont peu à peu adaptés et développés, et adaptés à tous ces changements politiques. Evelyne. Oui, alors moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Rita de façon très juste, et sur la
la pérennité de ces institutions napoléoniennes. Il faut comprendre que le judaïsme français, encore aujourd'hui, demeure en large partie organisé par les institutions napoléoniennes. Le système consistorial, central, parisien et régional. Et il faut comprendre aussi que le judaïsme français a été traversé par les mêmes débats que les autres communautés juives en Europe, par exemple en Allemagne, sur l'opportunité, la nécessité, les modalités, l'extension d'une réforme du culte juif au XIXe siècle, et que contrairement à d'autres modèles européens, comme c'est le cas en Allemagne, le judaïsme français n'a pas implosé, il n'a pas explosé au XIXe siècle, et d'une certaine mesure, on peut attribuer le fait qu'il demeure en quelque sorte institutionnellement unique à cet édifice relativement rigide napoléonien qui le chapeaute encore aujourd'hui, même si on ne peut pas dire que les Juifs français aient été pour certains moins réformés que ne l'étaient que n'étaient les Juifs allemands à la même époque, mais cette structure napoléonienne interdit effectivement l'explosion en courant institutionnel, comme cela se fait ailleurs. Et effectivement, Napoléon, c'est à la légende dorée, la légende noire, effectivement, et la parenthèse qu'il fait à l'égalité citoyenne des Juifs, n'est pas sortie de la mémoire des Juifs. Mais alors, donc, puisqu'il faut qu'on avance à grandes enjambées sur le 19e siècle, il y a une structuration donc, de la vie juive par rapport à la politique. Et bon, donc, peu à peu, un développement, parce qu'il y avait quand même assez peu de Juifs, finalement, à l'époque napoléonienne. Et donc, au fur et à mesure que les Juifs arrivent tout au long du 19e siècle, une adaptation à ces différents niveaux jusqu'à la République, c'est-à-dire après le Second Empire, où là, on a l'impression que les Juifs trouvent un milieu dans lequel ils se développent de façon tout à fait étonnante et de toute façon extraordinaire. Rita. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voudrais dire là à quel point le titre « Une histoire juive de la France », le titre de l'ouvrage, qui peut surprendre, me semble extrêmement pertinent parce que, en fait, il nous renvoie à l'importance de la contribution juive à la modernité française. Alors effectivement, en fait, on voit même pendant le courant de la Révolution déjà, les représentants des communautés juives évoluer considérablement. Et c'est comme vous l'avez dit, ça se passe tout au long du 19e siècle, avec un véritable, je dirais sur le plan politique, un véritable projet, une adhésion des Israélites au cadre qui leur a été proposé, une entrée vraiment sous le thème de l'adhésion, mais ce faisant aussi toute une réflexion, tout un apport à l'évolution politique française, avec notamment des figures républicaines, à partir du moment où le thème républicain apparaît. Je citerai là un des auteurs, Philippe Nord. Ils apportent quelque chose de leur cru à l'entreprise républicaine. Ouais. Et ça me semble vraiment une formule très, très juste. Et ceci, dans Ils ont teinté la République française. Comment ? Enfin, plus que teinté. Ils l'ont influencé de façon profonde. Alors, simplement, pour essayer de caractériser cette entrée, je reviendrai encore un tout petit peu à l'étape de l'organisation des cultes. Je crois qu'il est très important à l'heure actuelle, face au débat que nous avons aujourd'hui, notamment autour de la laïcité, de bien comprendre à quoi la loi de 1905, qui n'est pas la laïcité elle toute seule, donc séparation de l'Église et de l'État. Séparation des églises, au pluriel. Des églises et de l'État. Et de l'État met un terme. Elle met un terme à ce qu'on appelait les cultes reconnus, c'est-à-dire, alors qu'il y a vraiment une instabilité politique française, qu'il y a toute une série de régimes politiques qui se succèdent pendant le 19e siècle français, il y a une continuité de l'organisation des cultes à partir des décrets napoléoniens. Et comme Evelyne l'a dit, pour les Juifs, il y a une continuité jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a une étape très importante où en fait apparaît le terme de culte reconnu. Cette étape, c'est 1831, au moment où on décide que la rémunération de l'État au ministre des cultes est étendue au ministre des cultes israélites. Et on voit très bien, les députés sont absolument d'accord, mais c'est l'occasion de dire ce que sont les cultes reconnus. Et à dire vrai, c'est à ce moment-là
que le terme apparaît, notamment dans le vocabulaire administratif français. Et là, on voit encore une fois la place que peut occuper l'existence juive de fait d'un groupe non chrétien dans l'ensemble français. Alors justement, on a dit tout à l'heure, il y a une spécificité. Moi, mon grand-père, qui était né au 19e siècle, se définissait pas comme juif, mais comme français israélite. Et c'est là que ça naît, c'est au 19e siècle. Pourquoi est-ce que, peu à peu, les juifs eux-mêmes, d'ailleurs, se désignent non plus comme juifs, ou en plus comme français israélites. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais déjà, c'est une démarche qui vise à se dissocier d'un terme qui avait des scories négatifs, C'est ça, le terme de juif. Donc c'est une sorte de... il s'agit d'adopter un terme qui comporte un certain décorum, que le nom de juif, enfin, le nom qui est désormais utilisé pour le désigner, soit porteur d'une dignité quasi républicaine, qui en plus est une référence à l'Orient ancien. Et donc on peut faire un lien avec les courants orientalistes aussi du XIXe siècle, qui vont chercher dans l'Orient ancien les sources de la dignité juive, et on retrouve cela dans l'architecture synagogale. L'israélitisme, c'est la jonction des traditions européennes, françaises, le style roman, qui est souvent adopté pour les synagogues, avec une dimension mauresque ou orientalisante. Et c'est cette union-là qui me semble caractériser un des aspects de l'israélitisme. Et puis c'est aussi une façon d'affirmer le patriotisme, l'appartenance à la nation en tant que citoyen, en tant que soldat, et, et donc une version du franco-judaïsme dont la participation des Juifs à la Première Guerre mondiale en France est l'une des expressions les plus claires. Rita. Et je ne sais pas quel était le prénom de votre grand-père, mais je crois que cette évolution sur le plan collectif, il faut vraiment la mettre au regard d'évolution individuelle, avec notamment l'évolution des prénoms. Vers des prénoms français. Voilà, et le choix de prénoms français qui, petit à petit, de génération en génération, vont remplacer les prénoms juifs traditionnels. Alors, on a l'impression quand même, de tout au long de ce 19e siècle, il y a une espèce de double évolution. Il y a une évolution avec le développement des Juifs dans le domaine esthétique, dans le domaine musical, dans le domaine politique. Bon, vous parlez longuement de tous ces gens, Meyerbeer, Offenbach, etc. Enfin, vous parlez, vous, collectivement, dans ce livre, Histoire juive de la France. Et puis, on sent bien qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans la France profonde, disons des choses comme ça, qui évolue pas de la même façon vis-à-vis des Juifs. Et il y a quand même une cassure à ce moment-là, au moment de l'affaire Dreyfus. Puisque c'est ça, en fait, une espèce de force souterraine qui se brise à ce moment-là. Et on se dit, finalement, la situation des Juifs, heureux comme Dieu en France, Vigot im Frankreich, c'est pas tout à fait ça, quoi. Oui, alors là, il faudrait revenir aussi, encore une fois, à la dimension d'évolution politique et à l'engagement d'un certain nombre de Juifs dans l'évolution politique française, et particulièrement dans ce qui va devenir, à partir du milieu du 19e siècle, les choix républicains. Et je voudrais rappeler l'importance du rôle joué par un certain nombre de figures républicaines qui se trouvent être des Juifs, dont on ne connaît pas toujours d'ailleurs le rapport personnel à la judaïté, mais qui, en tout cas, par les autres, sont vus comme des Juifs. Alors, on pourrait en citer un grand nombre, et notamment rappeler que le secrétaire particulier de Gambetta était juif, et que d'ailleurs, certains ont cru que Gambetta lui-même, je crois qu'il est vraiment le grand porteur de l'idée républicaine Drummond, en France. on a fait un juif. Enfin, il voyait des juifs partout. Oui, il voyait des juifs partout, mais même d'autres ont cru que Gambetta l'était. Mais je voudrais évoquer notamment la figure... je voudrais évoquer deux figures. D'abord, on n'a pas le temps d'en faire malheureusement vraiment l'histoire ici, mais une dimension essentielle
de la laïcité, c'est la question de l'état civil. Et dans la question de l'état civil, à partir de 1792, qui crée un état civil commun à tous, quelle que soit leur religion, et un état civil dont les responsables de la tenue de cet état civil sont des autorités civiles, donc non religieuses, et puis ça veut dire mariage civil, ça veut dire possibilité de rupture du mariage, donc du divorce. Et là, des questions, c'est Évelyne justement a beaucoup travaillé, je me suis beaucoup inspirée de son travail au XVIIIe siècle, sur les affaires qui ont été très connues dans l'opinion, qui ont porté cette idée de créer un état civil qui aboutit en 1792. Mais c'est d'une certaine façon, ça fait vraiment partie, enfin pas d'une certaine façon, ça fait complètement partie de l'héritage révolutionnaire, avec cette dynamique que j'appelle, moi, de neutralisation, qui est au cœur de la laïcité, même si le terme n'a pas encore été inventé du tout à l'époque actuelle. Mais dans les rivalités politiques, cet état civil pour une droite catholique qui veut effacer l'héritage révolutionnaire, c'est une cible. Et cette droite catholique s'est donné beaucoup de mal pour essayer de balayer cet état civil, de rendre l'état des personnes aux autorités religieuses. Elle n'a pas réussi à le faire, mais elle a réussi à abolir le divorce. Ouais. La possibilité du divorce. Une époque de lutte violente voilà. autour de la laïcité. Alors, celui qui, en France, a porté la réforme qui a abouti à l'adoption d'une loi qui est vraiment l'une des lois laïques, bien avant 1905, en 1884, rétablissement d'une possibilité de divorce. On en fait ce qu'on veut, mais la possibilité légale existe. C'est un monsieur qui s'appelait Alfred Naquet et qui était tout à fait juif d'origine. Et puis, je rappellerai rapidement aussi le nom de Camille C. Là, on est dans le domaine de l'école, éminemment domaine de l'histoire laïque. Et celui qui a obtenu un enseignement secondaire pour les filles, c'est encore un monsieur qui était juif d'origine et qui a été connu comme Camille C. Mesure qui est à la fois laïque et, je me permettrai de dire aujourd'hui, j'espère sans anachronisme, féministe. Et donc, dans l'explosion de l'affaire Dreyfus, il faut voir aussi la polarisation d'une forme de droite contre l'idée républicaine et la façon dont elle a été soutenue, portée par un certain nombre d'hommes politiques juifs. Évelyne Holiel-Grosz. Oui, alors je voudrais continuer dans la même direction de Rita et souligner l'émergence de ceux qu'on a appelés, après Pierre Birnbaum, les juifs d'État, qui deviennent tellement importants sous la Troisième République et qui occupent des postes à différents échelons de l'administration de la politique française, députés comme le frère Reynac ou préfets comme la famille Hindley, et qui ne sont pas visiblement juifs. Ils sont juifs en privé, de confession israélite, comme on dit, mais qui jouent un rôle dans l'appareil d'État, dans la vie politique extrêmement important. Et cela indique une progression. Donc, on a l'émancipation politique, on a l'intégration et la mobilité économique au XIXe siècle, et puis on a ce rôle politique. Alors, sur l'affaire Dreyfus, je voudrais simplement dire un petit mot, et je dis toujours ça quand j'enseigne la question à mes étudiants, c'est que n'oubliez jamais, bien sûr, on parle de l'affaire Dreyfus comme le moment antisémite en France, la France qui s'est divisée, les publications, les figures politiques, mais en Allemagne, on n'aurait jamais pu avoir d'affaire Dreyfus, tout simplement parce qu'il n'y aurait pas de juifs à l'état-major. Oui, il n'y a pas de juifs à L'affaire Dreyfus, c'est quand même comme il n'y avait pas de juif juifs à l'université. À l'état-major en France, pas de juifs à l'université, même les juifs convertis avaient bien du mal à y trouver leur place. Donc en Allemagne, sitôt que les juifs deviennent citoyens, ils sont la victime et l'objet d'un mouvement antisémite d'ampleur énorme. Donc il faut toujours garder ça en mémoire, l'importance et les divisions qu'a causé l'affaire Dreyfus et tous ceux qui se sont élevés pour défendre les juifs, mais aussi le fait que l'affaire Dreyfus ait pu avoir lieu parce qu'on avait un juif à l'état-major. Ouais. En France. Ouais, ce qui est vraiment particulier quand même. C'est donc le signe finalement de cette avancée de la France dans le domaine de l'émancipation des Juifs. Rita. Oui, si je peux me permettre, il me semble qu'il y a une dimension de l'ouvrage aussi qui est vraiment très importante. C'est aussi la contribution des Juifs à la culture, à un certain nombre de domaines de la culture française. Alors, à l'école, on vient d'en parler avec Camille C, avec tout un effort qui est porté par ceux qui ont accepté le titre, la qualité de notable, et qui, effectivement, ont appliqué
aux Juifs eux-mêmes le programme de régénération de la Révolution et qui ont vraiment... alors là, il y a un travail considérable qui a été fait pour la formation des Juifs et notamment la formation des Juifs au métier. Mais cette contribution à la culture française, elle se trouve dans d'autres domaines et notamment dans le domaine de l'art. Et là, l'ouvrage qui est tellement richement illustré, en plus le montre très bien, que ce soit dans le domaine des arts plastiques avec les peintres juifs dans la France du 19e, dans le domaine de la musique. Et là, il y a toute une série... Arrêtons, juste, on va venir à la musique. Arrêtons-nous juste un instant sur les arts plastiques. Il y a quelque chose de très impressionnant dans le livre, c'est qu'on connaît... En gros, on connaît Soutine et Chagall, qui sont passés la postérité, mais on s'aperçoit dans le livre qu'il y avait toute une école, toute une série de juifs, de peintres juifs qui étaient de très très grande qualité, qui avaient réussi pour certains à leur époque. Et puis tout ça, ça s'est fracassé au moment de la Shoah, parce qu'ils ont disparu, on a brûlé leurs œuvres, et certains n'ont laissé aucune trace à la postérité. Oui, mais raison de plus pour les retrouver à l'heure actuelle. Bien sûr, ce que fait le livre. Alors donc les peintres... la musique donc. La musique et des musiciens juifs au service du goût français, on pourrait dire, avec des noms déjà ont été cités tout à l'heure, mais ce sont des musiciens dont les œuvres sont applaudies, notamment à Paris. On pense à Offenbach, on pense à toute une série de grands musiciens comme ça, et je crois que c'est vraiment très très important de restituer cette dimension culturelle et cette dimension d'engagement dans une culture commune qui est la culture française. Puis la littérature, bien entendu. Et bien entendu, la littérature, absolument. On parle notamment, l'un des articles parle d'un réveil juif dans la littérature française, abordant notamment, pour la période un peu plus tardive, la figure de Proust, mais pas seulement. Ouais. Pas seulement celle-là. Oui, beaucoup d'autres. D'ailleurs, on a l'impression que les Allemands qui sont au 19e siècle, les Juifs allemands, ou les Allemands juifs, dans une situation moins favorable qu'en France, viennent et se développent en France. C'est le cas de Heinrich Heine, c'est le cas d'Offenbach, c'est le cas de beaucoup de Juifs qui viennent et qui trouvent en France l'occasion de développer leur art. Evelyne. Il me semble très important de comprendre que l'histoire des Juifs en France n'est pas l'histoire des Juifs de France. Vous avez parlé des transferts culturels avec les musiciens, les artistes. Heinrich Heine qui n'arrive pas, qui malgré sa conversion symbolique, n'arrive pas à trouver un poste à Munich. Il y a aussi tous les savants du courant de la Wissenschaft des Judentums, de la science du judaïsme, qui arrivent en France depuis les territoires allemands. Et donc, la France est un creuset. Et l'espace, même la place des Juifs dans l'espace français évolue considérablement. Au début du 19e siècle, les Juifs sont encore périphériques à l'espace français. Ils sont dans le sud-ouest, ils sont dans le comtat venessin, ils sont en Alsace et en Lorraine. Il y en a très très peu à Paris. Et puis, ensuite, il y a un déplacement, un recentrage, une immigration importante vers Paris, qui est naturellement favorisée par la perte de l'Alsace et de la Lorraine, puisqu'un grand nombre de Juifs d'Alsace et de Lorraine choisissent de quitter la région pour venir s'établir dans d'autres espaces, en particulier l'espace français. Donc, Paris prend de l'importance à la fin du 19e siècle qu'elle n'avait jamais eue dans l'histoire des Juifs, tout simplement parce que les Juifs étaient interdits officiellement de séjour à Paris jusqu'à Est-ce la que Révolution française. Ce qui s'est passé là, c'est pas un peu ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, à New York, au moment de la Seconde Guerre mondiale, où tous les Juifs venant d'Autriche, d'Allemagne, de France, ont fécondé la culture et l'art américain, quoi. Alors, certainement, il y a eu des vagues d'immigration qui sont centrales, constitutives du judaïsme français, en provenance d'Europe centrale et orientale, en provenance d'Allemagne au gré des révolutions, au milieu du 19e siècle, après dans les années 1870. À la fin du 19e siècle, beaucoup de Juifs d'Europe, de Roumanie, d'Europe centrale et orientale qui quittaient des territoires où les pogroms étaient fréquents, etc., et qui souvent espéraient arriver aux États-Unis ou qui aboutissaient finalement en Allemagne, en Angleterre ou en France, sans aller jusqu'en Amérique. On contribue à créer ce judaïsme français.
français. Et puis d'autres, des flux très importants culturellement, mais peut-être plus modestes, comme par exemple les Juifs de Salonique, qui ont quitté pour beaucoup Salonique au moment où Salonique est devenue grecque. C'est-à-dire quelle époque Au moment de la guerre des Balkans, juste à la veille pendant la Première Guerre mondiale, et ensuite également au moment où l'arrivée des Grecs n'a pas été très, on va dire, bénéfique à la situation des Juifs de Salonique. Donc après la Première Guerre mondiale aussi, beaucoup ont émigré après l'incendie, en particulier de Salonique, le grand incendie qui a fait qu'ils ont été en quelque sorte repoussés à l'extérieur de cette ville dans laquelle ils étaient majoritaires démographiquement jusqu'au début du XXe siècle. Donc voilà, donc ce sont tous ces courants. Et bien sûr, après l'émergence du national-socialisme, beaucoup d'étudiants, d'intellectuels, de réfugiés d'Allemagne en particulier qui font arriver, de Pologne. Donc on a effectivement un creuset multilingue, alors on a un afflux multiculturel. juif permanent, mais assez diversifié finalement, parce que vous avez au XIXe siècle les Juifs qui commencent à venir d'Allemagne, et puis après vous avez après ou en même temps les Juifs de Pologne, et puis d'Autriche, de Russie, etc. Et puis après les Juifs de Salonique, et puis tous, c'est des gens qui vivent. Oui. D'abord il y a des séfarades, des ashkénazes, et puis des gens qui vivent avec des modes de vie différents, des rituels religieux différents les uns des autres. Et le judaïsme français arrive peu ou prou, avec des tensions quand même, hein, mais arrive peu ou prou à unifier tout ça. Oui, alors je crois justement par rapport aux États-Unis, si on tente, la comparaison avec les États-Unis, elle est très compliquée à faire. Hein. Non, mais c'est bon, c'était... Ouais. Mais je crois que ce qui est quand même très particulier à la France, c'est le rôle d'une partie des Juifs en tout cas, et notamment de ceux qui sont en France depuis un certain nombre de générations, qui ont cette évolution progressive, à véritablement la centralité de la culture française. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus... ça ressort de manière très différente dans le cas français et dans le cas américain. On a plus une coexistence de... Alors, le terme communauté est a peut-être plus de sens dans le cas américain. Mais vous dites, Rita, une centralité des Juifs de France, et en même temps, pendant tout ce 19e siècle et cette première moitié du 20e siècle, un antisémitisme d'une virulence absolue. Il y a des textes d'un antisémitisme qu'on ne retrouve pas à cette époque-là, ni en Allemagne, ni en Autriche, de façon aussi violente. Enfin, c'est véritable. Ah bon, après, les nazis ont mis de la folie dans tout ça, mais il y a quand même une virulence quand Maurras dit de Léon Blum, c'est un homme à fusiller, mais à fusiller dans le dos. Enfin, on dirait des trucs pareils maintenant, ce serait quand même... relevé au moins. Alors, vous êtes pas d'accord sur cet aspect je ne pense pas que la virulence est moindre en Allemagne. Hein. Ça, les textes abondent dans tous les milieux de la société. Enfin, il y a quelques textes de Drummond, etc. Des caricatures aussi. Vous parlez beaucoup de la caricature. Mais c'est d'une violence. C'est non seulement de l'incitation à la haine, c'est de l'incitation au meurtre à certains moments. Absolument, avec des thématiques politiques, sociales, biologiques même, qui se développent et qui prennent de l'importance à la fin du XIXe siècle et qui créent une nouvelle configuration de cet antisémitisme qu'on peut littéralement appeler antisémitisme, puisque très souvent il a ce fondement biologique qu'il n'avait pas auparavant. Le terme antisémitisme, rappelons-le, naît en Allemagne dans les années 1870. C'est un publiciste allemand qui l'invente. Donc on est là, effectivement, il faut bien comprendre que les choses évoluent et qu'on a une nouvelle configuration de cette haine du juif qui se met en place, pas seulement en France, mais en particulier en France, à la fin du XIXe siècle. Et il y a des partis qui associent, je dirais, un anti-judaïsme chrétien traditionnel qu'on peut retrouver, et puis cette nouvelle dimension de la race. Il y a des partis qui se disent antisémites. Et leur seul truc, c'est... là, on a le parti anticapitaliste, mais un parti qui ne se définit par rien d'autre que par son hostilité aux Juifs. C'est quand même quelque chose. Oui, je crois qu'Evelyne a vraiment raison de rappeler l'évolution, le passage d'un anti-judaïsme chrétien
traditionnelle, qui a pu avoir des effets extrêmement durs, il ne faut pas du tout les atténuer, à effectivement antisémitisme, avec création d'un néologisme, invention de quelque chose de nouveau, qui correspond aussi au développement d'une pseudo-science qui se qualifie de biologique avec les théories raciales. Et à ce moment-là, tout ce discours prend une force nouvelle. Et dans le cas français, effectivement, il y a une association de cette évolution à des combats politiques qui sont propres à la France. Et quand je parlais, par exemple, tout à l'heure de l'adoption de la loi qui permet le divorce, un des opposants à la loi, qui par ailleurs est un ecclésiastique, Monseigneur Freppel, critique la position qui est préconisée par Naquet pour dire que c'est une vieille entreprise sémitique que de vouloir créer le divorce. Donc on voit là comment tout se rejoint, là, comme ça se polarise aussi. Alors, Evelyne, Rita, il nous reste 5 minutes et j'aimerais bien qu'on réfléchisse, peut-être si vous avez des idées sur, et vous en avez, c'est sûr, sur cette... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement et comme réflexion à partir de ce magnifique développement du judaïsme français, magnifique et dramatique par certains moments, au 19e et au 20e siècle? Qu'est-ce que ça nous dit de notre époque? Qu'est-ce que ça nous apporte pour notre époque? Moi, je ne peux pas, étant donné l'époque précisément dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ne pas dire un mot des questions de solidarité et de philanthropie telles qu'elles se sont développées en France en particulier. Alors on connaît bien sûr les grands noms de la philanthropie, la famille Rothschild par exemple, mais il faut rappeler que les Juifs de France se sont mobilisés à l'occasion d'événements internationaux, comme par exemple l'accusation de meurtre rituel qui a lieu à Damas en 1840, et qui s'est ensuivi immédiatement de création d'une presse juive en France et dans d'autres lieux en Europe. L'enlèvement d'Edgar Mortara et l'affaire Mortara en 1859, qui a été suivie par la création en France de l'Alliance israélite universelle en 1860, qui avait pour double mission d'apporter la régénération et les bénéfices de la Révolution française aux Juifs du reste du monde et de défendre les Juifs opprimés là où ils se trouvaient. Et je voudrais citer un texte que j'ai relu récemment et que j'aime beaucoup, qui est un peu antérieur, mais qui montre bien aussi comment les Juifs de France sont liés aux autres Juifs, en particulier en temps de difficulté. C'était au moment de je sais que c'est un petit peu antérieur, la peste de Provence dans les années 1720. Les Juifs du ghetto d'Avignon étaient persécutés pendant cette peste et accusés également, comme ils l'ont été souvent. Et alors, ils se sont mis en contact avec les Juifs de Nice et les Juifs de Livourne. Et dans une lettre, j'ai retrouvé cette expression « En chavush matir et atzmo mi bet ha'asurim ». Aucun prisonnier ne peut se libérer seul de sa prison, qui est une citation du Talmud de Babylone, traité Berachot 5b. Aucun prisonnier ne peut se libérer seul de sa prison. Et donc, dans cette mémoire de la mobilisation des Juifs de France en faveur des Juifs persécutés, voilà, c'est ça que je voudrais rappeler aujourd'hui. Merci. En écho à notre Evelyne. Situation contemporaine. Rita, je vous laisse le dernier mot. Quels sont les enseignements que vous avez de cette époque et puis de tout votre travail finalement de votre contribution? De mon travail, ce serait quand même la contribution volontaire et involontaire des Juifs et de la présence juive à l'élaboration même de l'idée laïque. Mais par rapport à l'époque actuelle aussi, à l'époque que nous vivons, et puis déjà depuis quelques années, ce que je voudrais souligner aussi, c'est la méfiance, me semble-t-il, nécessaire à l'égard d'un certain nombre d'analogies entre le présent et le passé. Alors pour ça, il faut un peu mieux connaître le passé, et notamment quand il s'agit par exemple de questions comme l'organisation d'un culte nouveau venu, en tout cas en métropole française, et toutes les critiques qui ont pu être faites à ce sujet. Et disons que c'était la même chose que ce que Napoléon avait fait.
Et à quel point, si on regarde l'histoire, l'analogie est fausse. C'est-à-dire qu'un autoritarisme comme celui de Napoléon et puis les mesures discriminatoires que j'évoquais tout à l'heure, à l'heure actuelle, fort heureusement, ce serait tout à fait impensable. Merci Rita Hermont-Bello, merci Evelyne Ollier-Gross de votre contribution à Pile Poule aujourd'hui. Et la prochaine fois, on abordera la période que vous appelez la trahison, la guerre et puis l'époque contemporaine. Merci beaucoup d'être venu à Pile Poule. Merci. Merci à vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.